base de données avec Java, c'est-à-dire on va essayer de voir comment se connecter à une base de données donc à partir d'une application Java. C'est bon, donc on va parler dans une première partie des principes généraux donc concernant bien sûr les bases de données Java. Et après, bien sûr, on va essayer de voir comment mettre en œuvre une application Java JDBC. Donc le JDBC, c'est le framework Java qui nous permettra bien sûr de faire bien sûr les bases de données avec Java, c'est-à-dire de connecter une application Java à une base de données. Donc après, on va voir bien sûr les différentes étapes pour pouvoir bien sûr mettre en œuvre cette application. Donc le chargement de pilote et connexion à une base de données. On va voir comment on va charger donc, un pilote et comment faire la connexion à une base de données, pilote de notre bien sûr base de données. Après, donc on va voir comment on va traiter les requêtes SQL. Bien sûr, on se connecte à la base de données. Après, on va exécuter des requêtes SQL, donc que ce soit des requêtes de consultation, de modification, etc. Donc, on verra par la suite. Donc, les requêtes SQL que vous connaissez déjà. Et après, donc, le traitement des requêtes, donc, on va bien sûr retourner des résultats, retourner des données. Donc, comment on va traiter, donc, on va voir comment on va traiter ces données retournées, c'est-à-dire retournées par les requêtes SQL. Et après, bien sûr, la gestion de transactions. Donc, la gestion de transactions, c'est-à-dire est-ce qu'on va bien sûr valider les modifications qu'on a fait sur la base de données ou ne pas valider bien sûr les modifications. Donc, on dit bien sûr validation des transactions. Et après, donc, dans une autre partie, donc, on va parler donc, de gestion de la base de données. Donc, la gestion de la base de données, c'est-à-dire on va voir bien sûr des informations concernant notre base de données. Par exemple, la base de données, donc, elle contient combien de tables, etc. Donc, on a deux classes pour pouvoir bien sûr voir des informations sur la base de données. Donc, on utilise la première classe, donc database metadata, c'est-à-dire les métadatas de notre base de données. Et on a une deuxième classe, result-set metadata, pour pouvoir bien sûr voir donc quelles sont les informations concernant chaque table de notre bien sûr base de données. Donc, result-set, c'est bien sûr le résultat de la requête SQL qu'on a bien sûr effectué sur la base de données. Donc, on va retourner bien sûr une table. On va voir bien sûr quelles sont les informations de cette table, c'est-à-dire le nombre de colonnes et les autres informations. C'est bon, et après, donc, on va finir par un exemple dans lequel on va essayer d'utiliser bien sûr le framework JDBC pour pouvoir bien sûr faire toutes les étapes. Donc, on va commencer à partir bien sûr du chargement le pilote jusqu'à bien sûr la fermeture de toutes les connexions. C'est bon, donc ça c'est grosso modo ce qu'on va voir aujourd'hui. Ici bien sûr les principaux bien sûr principales choses qui sont très importantes pour bien sûr pouvoir faire les bases de données avec Java. C'est bon. Donc je vais commencer par une petite présentation concernant le framework JDBC, donc Java Database Connectivity. Donc, c'est un framework qui nous permet bien sûr l'accès à des bases de données avec le langage SQL depuis un programme Java. Donc, on va se connecter depuis un programme Java. Bien sûr, on fait bien sûr exécuter des requêtes SQL sur une base de données. Donc, c'est un framework bien sûr qui nous permet bien sûr de faire les bases de données avec Java. Bien sûr, il est fourni par les packages, donc il est fourni dans les packages java.sql ou javax.sql. Donc, ce sont deux packages qu'on peut l'utiliser pour pouvoir bien sûr utiliser ce framework, pour pouvoir bien sûr faire les bases de données avec Java. Donc, l'API JDBC est presque totalement indépendant des systèmes de gestion de bases de données. Et ça, c'est le point fort, bien sûr, de cette API parce que il est bien sûr, on peut l'utiliser avec n'importe quel type de base de données. Donc, il ne dépend pas d'un système de gestion de base de données particulière. Donc, on peut l'utiliser avec des bases de données, par exemple Oracle, on peut l'utiliser avec des bases de données MySQL, on peut l'utiliser avec d'autres bases de données. Donc, il est indépendant des systèmes de gestion de base de données. Donc, on peut bien sûr l'utiliser avec n'importe quelle base de données. C'est-à-dire, on peut se connecter à partir d'un programme Java à n'importe quel type de base de données
programme Java, base de données Oracle, programme Java, base de données MySQL, programme Java, base de données, par exemple, Axis. Donc, on peut bien sûr se connecter à n'importe quelle base de données. Pour cela, on dit que l'API JDBC est presque totalement indépendante des systèmes de gestion de base de données. C'est bon? Donc, pour pouvoir, bien sûr, avoir beaucoup d'informations, si vous voulez, bien sûr, étudier donc, quelles sont les fonctions, quelles sont les classes, bien sûr, fournies par cette API. Donc, vous pouvez consulter ces deux liens donc, du SAN, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations concernant toutes les classes, donc, pour pouvoir, bien sûr, faire les bases de données, pour pouvoir utiliser, bien sûr, ce framework. Donc, quel est le rôle de JDBC? Donc, le rôle de JDBC, donc le Java Database Connectivity, donc tout simplement, il nous permet, bien sûr, une interaction avec un système de gestion de base de données, soit localement. Donc, on peut, par exemple, faire la connexion localement, c'est-à-dire dans la même machine ou dans un réseau local, par exemple. Donc, dans la même machine, on peut bien sûr faire la connexion dans le local host, c'est-à-dire se connecter donc à la machine locale pour pouvoir bien sûr faire des opérations sur la base de données. Ou on peut se connecter à distance. Donc, à distance, on peut bien sûr se connecter à un serveur qui est situé donc à distance. Et on peut bien sûr réaliser des opérations sur la base de données. Donc, on peut par exemple se connecter à une base de données qui se trouve par exemple dans un autre pays, dans un serveur lointain, et bien sûr on peut se connecter pour pouvoir bien sûr gérer donc, notre base de données. Donc bien sûr, il est utilisé avec les bases de données relationnelles. C'est bon, donc ça c'est une petite présentation concernant ce framework qui nous permet bien sûr de faire les bases de données avec Java. C'est bon. Donc, comment il fonctionne? Ce JDBC, ce framework, donc fonctionne selon un principe client-serveur. Donc, le client, tout simplement, c'est le programme Java et le serveur, c'est la base de données. Donc, un programme Java, c'est un client qui se connecte, bien sûr, au serveur dans lequel on a la base de données pour pouvoir, bien sûr, avoir des services, pour pouvoir soit récupérer des données, soit de faire des modifications sur, bien sûr, les données, etc. Donc, le principe est très simple. Le programme Java ouvre une connexion avec le SJBD. Donc, un programme, un client, bien sûr, il ouvre à travers, bien sûr, un serveur d'application. Il va donc ouvrir une connexion avec, bien sûr, le SJBD. Il envoie des requêtes SQL. Donc, on a bien sûr l'envoi des requêtes SQL, que ce soit de consultation ou de modification. Donc, je peux bien sûr consulter, c'est-à-dire récupérer des données à travers la base de données tout simplement. Soit on peut bien sûr faire des requêtes dans lesquelles on va bien sûr faire des modifications sur la base de données. Et après, il récupère les résultats. Donc, on va bien sûr avoir des résultats des requêtes qu'on a envoyées bien sûr au serveur de base de données. Et après, il va mettre à jour la base de données, c'est-à-dire on va essayer de faire bien sûr valider la transaction que nous avons fait sur notre base de données. Et finalement, donc à la fin, donc il faut bien sûr faire la fermeture de la connexion qu'on a ouvert bien sûr avec bien sûr la base, le système de gestion de base de données. Donc ça c'est le principe bien sûr de fonctionnement de ce framework JDBC pour pouvoir bien sûr faire les bases de données avec Java. C'est bon. Donc, l'architecture de JDBC donc, est la suivante. Donc, on a une application Java et après, bien sûr, on a l'API, donc JDBC. Donc, cette API, donc, le point fort de cette API, donc, nous permettre, bien sûr, de se connecter. Vous voyez, donc, se connecter à n'importe quelle base de données. On peut se connecter à la base de données Oracle, base de données MySQL. Donc, je peux se connecter à une base de données SQL Server, MS Access, donc on peut bien sûr l'utiliser. Donc pour chaque base de données, donc nous avons un driver qui nous permet bien sûr de se connecter. Donc je passe par bien sûr à travers le JDBC Driver Manager pour pouvoir bien sûr utiliser donc un driver particulier bien sûr pour chaque bien sûr base de données, pour chaque système de base de données. Donc on a un driver qui nous permet bien sûr de se connecter à la base de données. Donc on verra
par la suite. C'est bon? Donc ici, tout simplement, donc, je vous présente ici dans ce diapo tout simplement la correspondance entre les types SQL et les types Java. Ça signifie quoi? Donc les types SQL, c'est-à-dire les types que nous avons dans les tables dans notre base de données. Et quels sont les types Java qu'on peut bien sûr les utiliser pour pouvoir bien sûr exploiter donc les données que nous avons dans la base de données. Donc, on va bien sûr par exemple accéder à une table dans notre base de données. On a par exemple une colonne dans laquelle par exemple le type de la colonne char par exemple ou varchar. Donc en Java on peut tout simplement utiliser le string. Donc, char, varchar dans une base de données. Donc l'équivalent en Java c'est string et ainsi de suite. Donc on a ici la correspondance entre bien sûr les types qu'on peut trouver bien sûr dans la base de données et les types bien sûr correspondants, la correspondance en Java parce que on va bien sûr traiter, on va récupérer les données de la base de données, après on va les traiter dans une application Java. Donc il faut bien sûr qu'on a la correspondance bien sûr des types pour pouvoir bien sûr traiter ces données, tout simplement. Ok, donc ça c'est donc des principes généraux concernant bien sûr l'API JDBC qui nous permettent bien sûr de faire les bases de données avec Java. C'est bon. Donc maintenant, comment on va mettre en œuvre une application Java JDBC, c'est-à-dire une application Java pour se connecter à la base de données. Donc chargement, donc la première étape, c'est le chargement de pilote et connexion à une base de données. Donc, les étapes de mise en œuvre d'une application Java JDBC, donc ils passent par les 7 étapes qui sont très importantes pour pouvoir bien sûr faire la connexion, pour pouvoir traiter donc, les requêtes récupérées, etc. Donc, pour effectuer un traitement avec une base de données, donc il faut charger un pilote en mémoire. Donc, pour chaque type de base de données, donc on a un pilote. Définir l'URL de connexion, donc le lien de connexion. Établir une connexion avec la base de données. Récupérer les informations relatives à la connexion. Exécuter des requêtes SQL ou des procédures stockées. Traiter les données retournées. Et après, bien sûr, on va fermer les différents espaces de travail. Donc, on va par la suite voir donc chaque étape en détail pour pouvoir bien sûr mettre en œuvre bien sûr une application Java JDBC. C'est bon, on va commencer par la notion de pilote. Donc, un pilote tout simplement contient toutes les classes nécessaires pour communiquer avec une base de données. Donc, pour chaque type de base de données, donc nous avons un pilote qui nous permet bien sûr de communiquer avec cette base de données. Tout simplement, elle contient bien sûr des classes nécessaires pour la communication avec cette base de données. Donc, ce pilote est généralement disponible dans un package jar, c'est-à-dire .jar, c'est-à-dire c'est un jar Java. Le chemin doit être à votre variable d'environnement classe path pour permettre au programme de l'utiliser. Donc, bien sûr, il faut bien sûr que le chemin de pilote soit dans la variable d'environnement. Donc, on va voir par la suite comment on va, bien sûr, charger le pilote. C'est bon. Donc, comment on va charger, bien sûr, un pilote pour se connecter à une base de données, donc à partir d'une application Java. Donc, pour charger le pilote, il faut utiliser la méthode forName de la classe class. Il faut utiliser la méthode forName de la classe class. Comment on va l'utiliser? Donc, la méthode class.forName et on va passer comme paramètre, bien sûr, à cette méthode, on va passer le driver, le nom du driver. Donc, cette méthode peut lever une exception de type class notFoundException s'il y a une erreur lors du chargement du driver. Donc, par exemple, si le nom de la classe est package.driver, etc., donc le chargement du driver se fera avec le code suivant. Donc, class.forName, et ici, je vais passer, bien sûr, le nom de driver comme paramètre, bien sûr, à la fonction forName. Donc, ça, c'est le nom de driver. Donc, par exemple, pour une base de données Oracle, je passe, bien sûr,
cette valeur comme paramètre, bien sûr, à la fonction. Pour une base de données Access, je passe ça. Pour une base de données PostgreSQL, je passe ce driver, et ainsi de suite. Donc, ça dépend, bien sûr, de la base de données. Donc, le plus important ici, c'est que le JDBC, le framework Java Database Connectivity, il est indépendant de système de gestion de base de données. Donc, on peut, bien sûr, l'utiliser avec n'importe quelle base de données. Le plus important ici, pour pouvoir bien sûr avoir des informations sur les payloads JDBC, donc vous pouvez bien sûr consulter ce lien dans lequel vous trouvez bien sûr les différentes payloads qu'on peut bien sûr le charger. Donc on va bien sûr le télécharger, ce sont des fichiers .jar. On va les télécharger, on va voir bien sûr par la suite comment on va l'utiliser avec une application pour pouvoir bien sûr l'application Java pour pouvoir bien sûr se connecter à la base de données. C'est bon. OK, donc ça c'est tout simplement pour les bases de données Access. Ce n'est pas donc notre sujet. Donc nous, on va utiliser des bases de données MySQL ou d'autres bases de données. Donc tout simplement, ça c'est pour les gens qui utilisent par exemple les bases de données Access. Donc ça c'est les méthodes ou les étapes pour pouvoir bien sûr définir l'URL de connexion d'une source de données ODBC, c'est-à-dire une base de données Access. Donc ici, dans le panneau de configuration, etc., donc on a tout simplement des liens pour pouvoir bien sûr faire définir l'URL de connexion. Nous, on va utiliser bien sûr des bases de données MySQL ou d'autres bases de données. C'est bon? Concernant bien sûr les différentes bases de données, donc pour définir l'URL de connexion, généralement de la forme suivante. Donc ici, je mets le protocole. Donc le protocole, c'est toujours le JDBC. Après, donc le sous-protocole, donc l'URL contient le protocole, le sous-protocole. Et si je mets bien sûr le source de données. Donc par exemple, pour bien sûr une base de données Access, donc JDBC, le sous-protocole c'est ODBC. Et après, je mets bien sûr source de données. Donc source de données, on peut le définir bien sûr avec ces étapes qu'on a bien sûr, qu'on a ici. Mais non, on ne s'intéresse plus bien sûr aux bases de données Access, donc on va bien sûr utiliser des bases de données MySQL, Oracle, etc. C'est bon. Donc concernant les bases de données MySQL, donc ici le protocole c'est JDBC et le sous-protocole MySQL. Et après bien sûr ici je vais mettre bien sûr le lien de serveur là où se trouve bien sûr notre base de données. C'est la même chose pour les bases de données Oracle, donc ici JDBC, Oracle, etc. Donc, et après, je mets bien sûr le serveur là où se trouve bien sûr notre base de données. Donc, on verra par la suite comment on va se connecter à une base de données, par exemple MySQL. C'est bon. Donc, après, bien sûr, avoir créé, définir l'URL de connexion, donc l'étape qui arrive par la suite, c'est comment on va créer une connexion avec la base de données. Pour la création d'une connexion avec la base de données, et donc elle se fait donc par le biais de l'instanciation d'un objet de l'interface connexion. Donc on va utiliser l'interface connexion pour pouvoir bien sûr créer une connexion avec une base de données. Donc l'interface connexion utilise les méthodes getConnection. Donc on va utiliser cette méthode pour bien sûr pouvoir créer la connexion. Donc c'est une méthode de la classe driver manager pour établir la connexion avec la base de données. Donc pour cela, on passe comme paramètre à cette fonction l'URL de la base de données, on paramètre à la méthode. Donc l'URL que nous avons défini ici, donc on va le passer en paramètre à la fonction getConnection. Donc, les méthodes getConnection peuvent lever une exception de type java.sql.sql exception. Donc, on peut bien sûr gérer les exceptions. Si on a, par exemple, on n'a pas arrivé, par exemple, à se connecter à la base de données, on peut bien sûr afficher un message, donc problème de connexion, etc. C'est bon, donc ici, nous avons des exemples. Donc, par exemple, connexion, son nom d'utilisateur et son mot de passe à une base de données. Donc, tout simplement, on va passer comme paramètre à la méthode getConnection. Donc, public static connexion getConnection. On va passer comme paramètre, on va passer par tout simplement l'URL de connexion. Nous avons créé, bien sûr,
que nous avons ici, donc l'URL de connexion, on va le passer comme paramètre à cette fonction pour pouvoir se connecter à une base de données, donc à partir d'une application Java. C'est bon, donc utilisation, comment on va l'utiliser? Tout simplement, on va utiliser donc ici entre donc try catch pour gérer l'exception. Donc à chaque fois, il est conseillé bien sûr de gérer les exceptions dans une application dans laquelle on va bien sûr employer les bases de données avec Java, tout simplement parce qu'on a parfois on a des problèmes de connexion. Si on n'arrive pas à se connecter à la base de données, donc il faut bien sûr gérer ces problèmes, gérer ces exceptions. Donc, tout simplement, je mets ici donc, la connexion, donc connection con, c'est un objet, bien sûr, de type connexion. Et après, on va utiliser la classe driver manager qui est égale à la classe donc, driver manager pour get connection. Et je vais passer tout simplement ici l'URL comme paramètre à la fonction get connection. Et après, je vais gérer bien sûr l'exception, SQL exception. Donc ici, je peux afficher bien sûr un message, problème de connexion, etc. C'est bon. Donc ça, c'est comment on va se connecter, bien sûr, à une base de données sans mot de passe et sans nom d'utilisateur. Maintenant, cette même fonction, on peut l'utiliser avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. Donc, la création d'une connexion avec un nom d'utilisateur et un mot de passe se fait grâce à la fonction, bien sûr, même fonction, mais on va passer trois paramètres. Donc, on va passer l'URL, on va passer le nom d'utilisateur, le login, et on va passer, bien sûr, le password. C'est bon. Et après, on va lever, bien sûr, une exception de type SQL exception. Donc, vous voyez ici, donc nous avons créé un login, Toto, par exemple, et bien sûr, un mot de passe. Et après, donc, on va tout simplement utiliser notre fonction get connexion avec, bien sûr, le login et le mot de passe. Et on va passer, bien sûr, l'URL de connexion à notre base de données. Donc ça, on a deux possibilités, soit de se connecter sans nom d'utilisateur, son mot de passe, ou de se connecter, bien sûr, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est bon, donc on a les deux possibilités. Et après, bien sûr, si on se connecte, donc toujours, on va fermer, bien sûr, la connexion si on termine, bien sûr, l'utilisation de notre base de données. Donc, l'interface connexion dispose de plus de méthodes permettant de fermer la connexion ainsi que de tester son état. Je peux tester même est-ce que nous avons la connexion avec la base de données ou non avec la méthode isClosed. Donc, isClosed, il nous permet bien sûr de nous informer, bien sûr, est-ce que nous avons la connexion avec la base de données ou non. Et la méthode close, il nous permet bien sûr de fermer la connexion, bien sûr, que nous avons ouvrir avec la base de données. C'est bon, donc ça c'est concernant la connexion. Maintenant, traitement des requêtes SQL. Comment on va, bien sûr, lancer des requêtes SQL sur la base de données? Comment on va lancer des requêtes de consultation, select par exemple? Comment on va lancer des requêtes de mise à jour, les updates, etc. Donc, comment on va faire, bien sûr, des opérations sur la base de données. Donc, traitement des requêtes SQL. Donc, pour le traitement des requêtes SQL, tout simplement, on va utiliser, donc nous avons trois possibilités pour l'API JDBC, soit d'utiliser des requêtes simples, soit d'utiliser des requêtes précompilées, soit d'utiliser des procédures stockées. Nous avons les trois possibilités, c'est-à-dire on peut utiliser les trois interfaces, soit l'interface statements, required statements ou callable statements. Donc, nous avons trois interfaces pour chaque, bien sûr, type de requête. OK. Donc, pour traiter une requête SQL, on dispose de plusieurs objets capables d'envoyer ceci à la base de données. Donc, on a le statement pour créer, bien sûr, un statement, objet utilisé pour l'exécution d'une requête SQL statique retournant les résultats qui est produit. Donc, requête SQL statique, c'est-à-dire une requête simple, par exemple, select, étoile, from, une table, etc., where, etc. Donc, ça, c'est une requête qui est simple, qui va retourner, bien sûr, un résultat à partir, bien sûr, à partir, bien sûr, de la base de données. Ça, c'est pour cela, si on a besoin tout simplement d'exécuter une requête simple, on utilise l'interface statements. Si on a besoin d'exécuter une requête plusieurs fois, c'est une requête simple, mais on va l'exécuter plusieurs fois, c'est-à-dire on va le paramétrer
par un paramètre. Donc, on va le paramétrer donc pour bien sûr l'utiliser plusieurs fois. Donc, on verra par la suite comment on va bien sûr faire des prepared statements. Et finalement, on peut utiliser des procédures stockées. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait dans les bases de données les procédures stockées. Donc, les procédures stockées, ce sont bien sûr des procédures, ce sont des fonctions, bien sûr, donc qu'on peut bien sûr, dans lesquelles, bien sûr, on peut exécuter, bien sûr, des requêtes SQL. Donc, par exemple, si vous avez donc vu le PLSQL, c'est un langage, bien sûr, pour, bien sûr, exécuter des requêtes SQL. Donc, on peut bien sûr écrire des procédures, on peut bien sûr lancer directement la procédure sur, bien sûr, sur la base de données. Donc, pour cela, on utilise le callable statement. Donc, nous avons trois possibilités pour pouvoir, bien sûr, traiter des requêtes SQL. Donc, on verra par la suite en détail pour chaque type, bien sûr, de ces requêtes. C'est bon, donc on va commencer par l'interface statements, par des requêtes simples. Donc, l'objet statement représente une instruction de traitement SQL. Donc, il est créé par l'intermédiaire d'une instance de connexion par la méthode createStatement. C'est bon. Donc, ici, on va utiliser la méthode createStatement. On va l'appliquer sur la connexion que nous avons bien sûr créée dans l'étape précédente. C'est bon. Donc, vous voyez ici donc, un exemple d'utilisation. Donc, ici, toujours, on va bien sûr gérer des exceptions. Donc, on va créer un statement. Vous voyez, statement state. Et on va utiliser la méthode createStatement. On va bien sûr l'utiliser sur la connexion que nous avons créée dans l'étape précédente. Donc, on.createStatements. Nous avons déjà créé une connexion avec la base de données. Ici, on va utiliser notre connexion pour pouvoir bien sûr lancer notre requête SQL. Donc, pour créer la connexion, on passe par le driver manager, vous voyez avec la méthode getConnection. Et pour pouvoir exécuter les requêtes SQL, donc on passe par la connexion. Donc, connexion.createStatements pour créer bien sûr notre objet statements. Et après, donc, nous pouvons exécuter bien sûr des requêtes SQL. Donc, on peut exécuter bien sûr des requêtes de consultation select que vous connaissez déjà, qui retournent les résultats de celle-ci. Donc, par exemple, pour exécuter des requêtes select, on utilise la méthode executeQuery. Donc, on nous permet bien sûr d'exécuter des requêtes SQL de consultation et nous pouvons exécuter des requêtes de modification, update, delete, insert, create, drop, etc. Donc, vous connaissez déjà. Donc, on utilise la méthode executeUpdate. ExecuteUpdate, c'est-à-dire on va faire des mises à jour sur, bien sûr, une table ou bien sûr une requête dans notre base de données. Donc, ExecuteUpdate, il fait bien sûr des modifications sur la base de données. Et executeQuery, donc il va retourner bien sûr donc bien sûr notre requête SQL va retourner un résultat set. Donc un résultat set, tout simplement, c'est une table qui est retournée par notre requête de consultation. Donc tout simplement, je vous donne un exemple très simple. Si nous avons par exemple dans une base de données, donc une table qui s'appelle par exemple étudiant. Avec le fait étudiant, dans la base de données, il est défini par le nom, le prénom, la date de naissance, la moyenne, donc les notes par exemple, donc il y a beaucoup de propriétés, mais nous avons par exemple exécuté une requête de consultation sur cette table dans laquelle on va par exemple tout simplement, on est intéressé par exemple tout simplement de nom et prénom. Donc je fais par exemple select nom prénom from étudiant. Donc, nom, prénom, from étudiant. On ne va pas retourner la table étudiant tout entière, mais on va retourner un résultat set, c'est-à-dire un résultat de notre requête. Donc, le résultat de notre requête, c'est une nouvelle table qui ne contient pas tous les champs de la table étudiant, mais elle va, bien sûr, on va trouver tout simplement du champ, le nom et le prénom, c'est-à-dire les résultats de
dans notre requête de consultation. C'est bon, donc un résultat, c'est une table qui, bien sûr, c'est une table qui est résultat, bien sûr, de notre requête de consultation. C'est bon, donc pour exécuter les requêtes de consultation, on utilise la méthode execute query. On passe en paramètre, bien sûr, la requête SQL et execute update, on passe bien sûr en paramètre la requête SQL pour bien sûr faire des requêtes de modification sur la base de données. Et on a même la possibilité d'exécuter un lot de requêtes. Donc, si on a bien sûr un batch, un lot de requêtes qui renvoie un tableau d'entier correspond au résultat de la requête. Donc, on utilise la méthode execute batch et elle est utilisée bien sûr avec les deux méthodes, donc add batch, c'est-à-dire pour ajouter. Donc, nous avons un lot, on va ajouter des requêtes à ce lot et après on va l'exécuter avec la méthode bien sûr execute batch et à la fin on va par exemple supprimer bien sûr clear batch, c'est-à-dire on va supprimer bien sûr les requêtes de notre lot. C'est bon. Donc ici nous avons un exemple. Donc obtenir par exemple un exemple dans lequel on va exécuter la requête select et un autre exemple on va utiliser bien sûr les requêtes par exemple de modification. Donc, vous voyez ici, pour les requêtes, bien sûr, de consultation, donc bien sûr, nous avons déjà créé un statement, vous voyez ici, donc state. Donc, on va bien sûr utiliser ces deux méthodes sur le statement que nous avons utilisé. Donc, résultat, donc ça c'est le résultat de notre requête SQL de consultation, select distinct non from étudiant order by non. Ça, c'est le résultat de cette requête. Et on va utiliser la méthode execute query pour pouvoir bien sûr exécuter cette requête de consultation. Concernant les requêtes de modification, donc par exemple création d'une table, le create table enseignant, donc on va ajouter une table enseignant à la base de données. Donc pour bien sûr exécuter cette requête, on va utiliser execute update. Tout simplement, c'est une requête de mise à jour. Donc on va ajouter une table dans la base de données. Par contre, ici, on va tout simplement retourner, consulter des informations, retourner des informations déjà dans notre base de données. Donc, create table, enseignant, et après, on va ajouter bien sûr les différents champs de l'enseignant. Donc, enseignant ID, donc il a un ID qui est du type integer, département ID, c'est un integer, donc un nom, char, prénom, char, grade, char, etc. Donc, on va ajouter bien sûr une table. Donc, ça, c'est la requête que vous connaissez, bien sûr, c'est une requête SQL. On va le passer comme paramètre, bien sûr, à notre méthode execute update pour pouvoir, bien sûr, exécuter cette requête sur la base de données. Tout simplement, on passe la requête comme paramètre, bien sûr, à la méthode execute update pour les requêtes de modification et execute query pour, bien sûr, les requêtes de consultation. C'est bon. Donc, nous avons deux possibilités, soit de récupérer des données à partir de la base de données, soit de faire, bien sûr, des modifications sur la base de données. Ça, c'est les différentes opérations qu'on peut faire, bien sûr, sur la base de données. C'est bon. Donc, ici, nous avons un autre exemple dans lequel on va utiliser, bien sûr, allo, batch. Donc, supprimer l'occurrence d'enseignants ayant l'identifiant 23 416 et de fixer tous les salaires à 20 000 minimum. Donc, on va ajouter bien sûr à notre state. À chaque fois, on va ajouter bien sûr des requêtes. On va les exécuter comme allo. Donc, state.add_batch, delete from enseignant where enseignant ID égale. Donc, ça, c'est la première requête pour l'identifiant. Et on a besoin, bien sûr, d'exécuter une deuxième requête dans laquelle on va bien sûr modifier les salaires. Donc, update enseignant, c'est salaire égal à 20 000, where salaire inférieur à 20 000. Si les salaires sont inférieurs à 20 000, donc on va les fixer à 20 000. Donc, ici, nous avons deux requêtes. On va l'exécuter, bien sûr, dans un batch. Donc, on va utiliser la méthode execute
batch pour pouvoir bien sûr exécuter ces deux requêtes dans un batch. Tout simplement, le tableau d'entier résulte. Donc ici, on va bien sûr retourner un tableau d'entier contiendra par exemple un 20, ce qui signifie que la première requête delete aura affecté une seule ligne. C'est-à-dire nous avons fait la modification sur une seule ligne dans bien sûr la table enseignant. Par contre, si on a ici, s'il retourne ici par exemple 20, ça signifie que la deuxième requête update, on aura affecté 20 lignes. C'est-à-dire, nous avons changé dans la table enseignant 20 lignes. C'est-à-dire, nous avons 20 salaires qui est inférieur à 20 000 et nous avons seulement, bien sûr, un seul étudiant, nous avons changé seulement l'ID d'un seul enseignant. Donc ici, il va retourner un tableau qui, bien sûr, qui va nous donner le nombre de modifications que nous avons fait, bien sûr, sur la table dans notre base de données. C'est bon? Donc ça, c'est concernant le statement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Monsieur, j'ai pas compris, c'est quoi un batch? C'est un lot. C'est un ensemble de requêtes. C'est bon? D'accord. Soit d'exécuter requête par requête, soit on va, bien sûr, exécuter un ensemble de requêtes, c'est-à-dire dans un batch. D'accord. Vous voyez, par exemple, dans cet exemple, nous avons deux requêtes. Donc, d'après la question, on va supprimer l'occurrence des enseignants ayant l'identifiant et de fixer tous les salaires. Donc, nous avons besoin de deux requêtes. Donc, au lieu d'exécuter la première requête séparément et la deuxième requête séparément, c'est-à-dire d'utiliser ici execute, update et d'utiliser la fonction execute, update une deuxième fois. Donc, on va tout simplement les mettre dans un batch, c'est-à-dire dans un lot. C'est bon? C'est bon, monsieur, d'accord. OK, donc maintenant, on va passer la deuxième, donc, deuxième façon pour exécuter les requêtes, pour traiter les requêtes SQL. Donc, on utilise l'interface Prepared Statements. Donc, un objet Prepared Statements représente une instruction de traitement SQL précompilée, c'est-à-dire nous pouvons bien sûr faire, bien sûr, exécuter une requête plusieurs fois. Donc, c'est une interface de statements. Donc, cet objet est généralement utilisé pour remplacer les requêtes classiques en étant plus sûr et plus efficace. Donc, un préparé statement typique ressemble à ceci. Donc, tout simplement, vous voyez ici, nous avons par exemple cette requête. C'est une requête qui est préparé statements. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, vous voyez, donc select étoile from pays. Donc, on va sélectionner à partir d'une table pays. Where code égal. Donc, nous n'avons pas spécifié, vous voyez ici, nous n'avons pas spécifié la valeur de code. C'est-à-dire, cette requête, on peut l'utiliser on peut le traiter à chaque fois qu'on spécifie la valeur de code. Tout simplement, on peut l'exécuter plusieurs fois. C'est ça la notion de prepared statements. Donc, ici, nous n'avons pas spécifié exactement la valeur de code. Donc, à chaque fois que je donne une valeur, je peux bien sûr exécuter la requête. Je donne une autre valeur, je peux exécuter la requête et ainsi de suite. Donc, c'est une requête qu'on peut l'exécuter plusieurs fois tout simplement. Donc, lorsque la requête ci-dessus est exécutée, vous devez spécifier la valeur qui vient remplacer le point d'interrogation dans cette requête. Donc, à chaque fois que je donne une valeur, je peux l'exécuter. Donc, pour cela, on dit que c'est une requête SQL précompilée que nous pouvons bien sûr l'exécuter plusieurs fois. On va spécifier tout simplement la valeur ici pour l'exécuter plusieurs fois. Donc, elle est créée par l'intermédiaire de l'instance de connexion par la méthode. Donc, on va tout simplement créer un prepared statement. La méthode, donc, on va passer bien sûr la requête ici. Donc, SQL. Donc, la requête, elle contient donc elle est précompilée. Donc, il ne faut pas bien sûr spécifier des valeurs pour bien sûr ne pas avoir des requêtes simples. C'est bon. Donc, ici, l'utilisation, comment on va l'utiliser?
Donc, on va créer un prepared, un objet prepared statement, prepare state, qui est égal. Donc, toujours on passe par la connexion con.prepared statements et on va passer, bien sûr, la requête SQL précompilée comme paramètre à la fonction prepared statement, tout simplement. Donc, cet objet est pourvu de méthodes permettant d'exécuter la requête SQL. Donc, on peut utiliser tout simplement les deux requêtes que nous avons vues, bien sûr, dans le cas de statement. On peut utiliser execute query et execute update pour pouvoir, bien sûr, exécuter les requêtes de consultation et les requêtes, bien sûr, de modification si on veut, bien sûr, faire des mises à jour sur notre base de données. C'est bon. Donc, tout simplement, pour les prepared statements, nous avons dit que c'est une requête précompilée qu'on peut l'utiliser avec plusieurs valeurs. Donc, pour l'utiliser avec plusieurs valeurs, donc à chaque fois, il faut bien sûr spécifier le type de la valeur des arguments. Donc, de tel ou tel argument pour pouvoir bien sûr à chaque fois, bien sûr, l'utiliser avec d'autres valeurs, etc. Et après, bien sûr, à chaque fois, donc il faut bien sûr vider la liste des paramètres pour l'utiliser, pour pouvoir bien sûr l'utiliser avec d'autres valeurs, etc. Donc, pour cela, nous utilisons les méthodes setXX. Donc, setXX, c'est-à-dire, ça dépend bien sûr du type des valeurs que nous avons dans notre base, dans notre table, dans la base de données. Donc, setString, c'est-à-dire si on a bien sûr des données de type string. Et setInt, si on a des données bien sûr de type entier, et ainsi de suite. Donc, on va bien sûr l'utiliser pour pouvoir bien sûr à chaque fois vider les paramètres et l'utiliser avec d'autres, bien sûr, d'autres données pour pouvoir bien sûr exécuter la requête plusieurs fois. C'est bon, donc on va voir un exemple pour pouvoir bien comprendre, bien sûr, ça. OK, donc nous avons ici donc, un exemple de requête de consultation, de select. Donc, on va créer par exemple un prepared statement, connexion.prepared statement, select nom from enseignant where prénom égal. Ici, nous n'avons pas spécifié la valeur. And salaire égal. Et ici, nous n'avons pas spécifié la valeur. Donc, ça, ce qu'on appelle, c'est une requête qui est précompilée, qu'on peut le compiler qu'on peut l'exécuter plusieurs fois. À chaque exécution, on va spécifier la valeur de prénom et de salaire. Pour spécifier la valeur de prénom et de salaire, donc on utilise, comme on utilise le setXX, ça dépend bien sûr du type de données qu'on va utiliser. Donc, ici, nous avons le prénom, c'est une chaîne de caractères, donc on va prepare state.setString. Donc, on va utiliser, par exemple, ici, donc ça, c'est la première colonne, par exemple, de notre table. Et bien sûr, on va essayer de travailler avec la valeur Mohamed. De la même façon, ici, deuxième colonne, on va, par exemple, cette fois-ci, parler du salaire. Donc, les enseignants ayant le salaire, par exemple, de 25 000 et ainsi de suite. Et après, vous voyez, donc on peut exécuter bien sûr notre requête. La même requête, on peut l'utiliser avec d'autres valeurs. Pour l'utiliser avec d'autres valeurs, je fais appel tout simplement à la méthode clear parameters. Donc, clear parameters pour bien sûr libérer les paramètres. Et après, on va vider les paramètres. Et après, donc on va l'utiliser avec d'autres valeurs. C'est-à-dire, on va exécuter notre requête avec d'autres valeurs. Donc, je vais spécifier ici. Donc, on va l'exécuter maintenant avec Morad et le salaire 27 000. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, bien sûr, je peux bien sûr exécuter bien sûr cette requête avec plusieurs valeurs. À chaque fois, si on veut spécifier bien sûr les valeurs, on va utiliser bien sûr les méthodes setXX, c'est-à-dire ça dépend de type. Donc, ici, Mohamed de type string, setString, 25 000 de type int, setInt, et ainsi de suite. Donc, ça dépend bien sûr du type qu'on va employer. Ça, c'est un exemple, bien sûr, dans lequel on va employer, bien sûr, des prepared statements. C'est bon, donc maintenant, la troisième façon
bien sûr, de faire le traitement de requêtes SQL, donc on peut utiliser l'interface Callable Statements dans laquelle on va, bien sûr, exécuter des procédures stockées. Donc, les procédures stockées, tout simplement, comme vous, donc je ne sais pas ce que vous avez fait ça, donc les langages, la plupart des systèmes de gestion de base de données incluent un langage de programmation interne, ce qu'on appelle le PLSQL, par exemple, d'Oracle. Donc, permettant aux développeurs d'inclure du code procédural de la base de données, c'est-à-dire on va bien sûr écrire des procédures pour pouvoir faire des opérations sur la base de données. Donc, c'est un code pouvant être ensuite invoqué depuis d'autres applications. Donc, le code est écrit une seule fois, il peut être utilisé par différentes applications. Donc, permet de séparer le code des applications de la structure interne d'étapes. Donc, on va tout simplement écrire des procédures qu'on va l'exécuter sur la base de données. Et on peut bien sûr l'utiliser avec plusieurs applications qui peuvent pouvoir bien sûr faire des modifications sur la base de données. Donc, utilisation des procédures stockées depuis un JDBC, indépendante de la manière dont celles-ci sont gérées par le système de gestion de base de données. Donc, on peut l'utiliser avec une valeur de retour et on peut bien sûr gérer les paramètres d'entrée, de sortie et d'entrée, de sortie. Donc, on va voir par la suite comment. Donc, un système de gestion de, donc le GDBC, donc le framework GDBC, vous permet d'appeler une procédure stockée sur la base de données depuis une application écrite en Java. Donc, la première étape est de créer un objet Callable Statement, comme avec les objets statements et prepared statements que nous avons vus jusqu'à maintenant. Ceci est fait avec une connexion ouverte. Donc, on va tout simplement faire toujours, on passe par la connexion. Vous voyez, donc toujours on passe par la connexion. Donc, Callable Statement. Donc, ici, on va créer donc, un objet Callable Statement, donc call state par exemple, qui est égal. Donc, on passe par la connexion con point prepare call et je passe comme paramètre, bien sûr, la requête SQL. Donc, ça, c'est pour exécuter, bien sûr, des Callable Statements. Donc, on va voir comment. Donc, tout simplement, on va voir dans un premier lieu quels sont les syntaxes pour l'appel de procédure stockée. Donc, nous avons une procédure. Donc, une procédure qui est bien sûr écrite pour faire bien sûr des opérations sur la base de données. Donc, maintenant, comment on va faire l'appel à des procédures dans une callable, dans un bien sûr callable statement. Donc, la syntaxe pour l'appel de procédure stockée peut prendre plusieurs formes. La forme suivante est la plus simple, permet l'appel d'une procédure sans paramètres ni valeur de retour. Donc ça, tout simplement, je mets accolade call et le nom de procédure entre deux accolades. Ça, c'est pour, bien sûr, des procédures qui donc, stockées sans paramètres ni valeur de retour. Et on peut bien sûr trouver des procédures stockées avec des paramètres, mais sans valeur de retour. Donc, call, procédure stockée. Donc, ici, vous voyez, donc je peux préciser ici les paramètres. Et je peux bien sûr avoir des procédures stockées avec paramètres et avec valeur de retour. Donc, ici, avec paramètres, c'est-à-dire je mets point d'interrogation égal à call. C'est une, bien sûr, valeur de retour. On va le spécifier par la suite. Et bien sûr, bien sûr, on va passer des paramètres. Vous voyez ici, donc ça dépend du nombre de paramètres. On va le mettre, bien sûr, entre les accolades. Donc, ça, c'est les différentes syntaxes pour l'appel, bien sûr, de procédure stockée dans un callable statement. C'est bon. OK, donc la classe callable statement, c'est une classe dérivée de prepared statement, donc un objet callable statement pour avoir des paramètres d'entrée, tout comme l'objet prepared statement. Donc, on peut bien sûr utiliser bien sûr, les fonctions de prepared statements. OK, donc en plus, un objet callable statement peut avoir des paramètres de sortie et des paramètres qui sont faits pour l'entrée et la sortie. Donc, pour cela, on peut utiliser bien sûr cette méthode register out parameters, OK, dans lequel on va passer le numéro de paramètres et bien sûr le type SQL, le numéro de paramètres et le rang de paramètres, le type SQL et le type SQL du paramètre. Donc, type SQL de paramètre, tout simplement,
essayer de voir, bien sûr, la correspondance, bien sûr, type SQL et Java, donc, je pense, au début de cette présentation. Donc, on verra comment on va utiliser, bien sûr, euh, comment on va utiliser, bien sûr, le callable statement. Donc, on va déclarer un callable statement. Vous voyez, le callable statement, toujours on passe par la connexion, prépare call, et bien sûr, ici, on va faire l'appel à notre procédure. Donc, show fournisseur, c'est une procédure stockée dans laquelle, bien sûr, ça dépend bien sûr du langage concernant bien sûr les systèmes de gestion de base de données. Donc, par exemple, on peut trouver une procédure stockée PL SQL pour une base de données Oracle. On peut faire bien sûr l'appel à notre procédure ici avec call show fournisseur, c'est une procédure stockée. Et après, on va l'exécuter. Pour l'exécuter, tout simplement, il nous donne bien sûr un résultat 7 et bien sûr, on va l'exécuter avec la méthode execute query pour pouvoir bien sûr exécuter la procédure stockée. C'est bon, donc ça c'est les différentes façons comment bien sûr on va pouvoir utiliser bien sûr les différentes ou traiter les différentes requêtes SQL. Donc on va voir bien sûr dans le TP Inch'Allah donc comment on va faire ces opérations. C'est bon, donc maintenant nous avons vu comment charger le pilote et se connecter à la base de données. Après, comment on va traiter les requêtes SQL. Maintenant, comment on va traiter les données retournées. Donc, chaque requête SQL va retourner, bien sûr, des données. Par exemple, on va récupérer des données à partir de la base de données. Donc, comment maintenant on va traiter les données récupérer les données retournées par des requêtes SQL, par exemple de consultation. Comment on va faire, bien sûr, traiter ces données. C'est bon. Donc, lors d'une requête SQL de consultation, par exemple, un objet résultat 7, c'est une table résultat de la requête SQL select est retourné. Celui-ci représente la liste des données retournées par la requête. Donc, un objet de type résultat 7 représente une table. C'est une table dans laquelle, bien sûr, on a des informations concernant, bien sûr, notre requête select. Donc, c'est-à-dire un ensemble de lignes et de colonnes. Donc, un ensemble de lignes et de colonnes, c'est-à-dire qui représente bien sûr les données retournées à partir d'une table de notre base de données. À un moment donné, on n'a accès qu'à une ligne de la table appelée ligne courante. Donc, si on fait bien sûr, donc après bien sûr, la consultation, on l'a retourné bien sûr le résultat de la requête select. Donc, on va avoir une table et nous avons la possibilité tout simplement d'accéder tout simplement à une ligne de notre table, la ligne courante. On peut dire par exemple la première ligne de notre table. Donc la table par exemple, elle va retourner bien sûr les étudiants dont le nom par exemple égal, donc dont la note par exemple supérieure à 10. Donc on verra par exemple une table qui contient tous les étudiants dont la note est supérieure à 10. Mais pour pouvoir traiter ces données, donc on a le curseur, il pointe sur la première ligne, le premier enregistrement dans la table. Donc comment on va traiter, bien sûr, comment on va essayer de traiter toutes les données, tous les étudiants qui sont bien sûr retournés par notre requête SQL. Donc ça, c'est ce qu'on appelle traiter les données retournées. Donc, pour le traitement des données retournées, tout simplement, on va utiliser le résultat 7 metadata. Donc, les métadatas de notre requête, le résultat de notre requête, le metadata de résultat 7, qui comprend toutes les propriétés de la structure. Le nom de la colonne. Donc, par exemple, on retourne le nom, prénom, c'est-à-dire nous avons la première colonne, le nom, la deuxième colonne, le prénom, la troisième colonne, la note, etc. Le nom de la colonne, le type, l'accès, etc. Donc, pour cela, on va tout simplement utiliser la méthode getMetadata. Donc, getMetadata, il va nous retourner un objet de type résultat metadata qui nous permettra bien sûr de donner des informations concernant le résultat retourné par notre, bien sûr, requête SQL. C'est bon. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, nous avons des
des fonctions qui nous permettent bien sûr de gérer et de pouvoir bien sûr accéder aux différents enregistrements de notre table retournée par la requête SQL. Donc, la table de résultat 7 a des colonnes. Pour exploiter les différents champs de la ligne courante, on dispose des méthodes suivantes. Donc, next, positionner le curseur sur l'enregistrement suivant et rendre true si elle est réussie, false sinon. Donc, on va par exemple avoir le curseur pointe sur le premier enregistrement et à chaque fois, je peux passer à la deuxième ligne avec la méthode next. Pour pouvoir, par exemple, afficher, par exemple, le troisième, je passe avec next et ainsi de suite pour pouvoir passer par partout, bien sûr, les enregistrements dans notre table. Et après, nous avons d'autres fonctions. Donc, ici, XX, ça dépend bien sûr du type. XX, par exemple, int, par exemple, string, ça dépend de getString, getInt, etc. Int, indice colonne. Donc, cette méthode elle nous permet d'accéder à la valeur du type donné et à la colonne donnée par indice de l'enregistrement actuellement pointé par le curseur. Donc ici, on peut retourner par exemple l'information d'une colonne avec bien sûr l'indice de colonne dans notre base, dans notre table retournée, c'est-à-dire dans notre résultat 7. Et on peut faire l'accès avec le nom de la colonne. Donc on peut utiliser la même méthode, mais cette fois-ci avec le nom de la colonne. Donc par exemple ici, on peut utiliser par exemple le nom de l'étudiant. On peut passer, par exemple, comme paramètre le nom de l'étudiant. Si je passe comme paramètre le nom de l'étudiant, c'est-à-dire on va retourner, bien sûr, la valeur. Ça dépend du curseur. Donc, nous avons des lignes, c'est-à-dire des enregistrements. Nous avons des colonnes. Donc, les colonnes, c'est-à-dire les champs de notre table. Donc, nous avons, par exemple, le nom, le premier étudiant, le deuxième étudiant, le troisième, etc. Donc, le curseur pointe sur le premier élément. Ici, si je passe par exemple la première colonne, donc je peux, l'intersection, elle nous donne bien sûr la valeur de l'intersection de la ligne et de la colonne, c'est-à-dire on peut accéder à la donnée qui est l'intersection bien sûr des deux lignes, de la ligne et de la colonne. C'est bon. Et ainsi de suite, donc on va voir comment dans un exemple. C'est bon. Donc nous avons cet exemple. Donc, cet exemple permet d'afficher la liste des enseignants suivie de leur identifiant de leur salaire. Donc, pour cela, on va utiliser la méthode next de résultat 7. Donc, on a bien sûr ici un résultat 7, rs qui est égal à state.executeQuery. Donc, nous avons exécuté une requête select étoile from enseignant. Donc, on va tout simplement retourner la table enseignant, donc toute la table. Après, donc pour bien sûr afficher la liste des enseignants, donc le curseur pointe sur le premier enregistrement. Pour passer enregistrement par enregistrement, tout simplement, on va utiliser la méthode next. On va l'appliquer tout simplement à notre RS, à notre résultat 7. Donc, tant que nous avons des next, while rs.next, on va afficher. Pour afficher, on va utiliser tout simplement les méthodes get pour retourner la valeur. Donc, on va utiliser le next avec les get. Donc ici, rs.getString, non, c'est-à-dire on va retourner bien sûr la valeur de nom. Après, on va retourner la valeur de l'ID de l'enseignant et après, on va retourner le salaire. J'ai affiché le premier enregistrement. rs.next, on a le suivant. Donc, je vais afficher le suivant jusqu'à la fin, jusqu'à arriver bien sûr à la fin. Si on n'a pas de next, c'est-à-dire on va arrêter notre boucle, c'est-à-dire j'ai affiché tous les enregistrements de notre table. C'est bon. OK. Et on a bien sûr on peut faire bien sûr des modifications, des fonctions pour modifier. Donc, par exemple, je peux accéder à une valeur, je fais bien sûr des modifications. Je peux par exemple modifier la note d'un étudiant. Je peux modifier si on a des problèmes, par exemple, des erreurs dans le nom, je peux modifier le nom et ainsi de suite. Donc, pour la modification, donc ici, j'utilise le get. Vous voyez ici le get pour retourner, get. Et pour faire la modification, j'utilise le update. Donc, update, et ici, bien sûr, le type update string, c'est-à-dire je vais faire des modifications sur une valeur qui est signe de caractère, par exemple, le nom. Update int, c'est-à-dire je fais des modifications sur bien sûr
une valeur entière dans la table, etc. Donc, tout simplement, donc, la méthode update, vous voyez, modifie la valeur de type données. La valeur de type données, ça dépend de type. Et à la colonne donnée, vous voyez, nous passons l'indice de colonne. Et bien sûr, ça, c'est la valeur avec qui, bien sûr, on va modifier la valeur dans la table dans notre table retournée par résultat 7. Par l'indice de l'enregistrement actuellement pointé par le curseur. Donc, nous avons une table. Vous voyez, donc, nous avons par exemple ici, nous avons des colonnes, le nom, le prénom, etc. Et nous avons des lignes. Donc, dans chaque ligne, on va bien sûr mettre les enregistrements. Le curseur pointe par exemple sur le premier. Je peux accéder bien sûr. L'indice, par exemple, je donne 1, c'est-à-dire la première colonne. Et je peux bien sûr modifier par exemple le nom des enregistrements et ainsi de suite. C'est bon. Donc, soit on utilise avec l'indice de colonne, soit on utilise avec le nom de la colonne, c'est-à-dire le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant. Le nom de l'étudiant, c'est le nom de la première colonne. C'est bon. Donc, on va voir comment, bien sûr, faire, par exemple, la modification d'une ligne. Donc, ici, update raw, appliquer dans la base de données les changements effectués sur l'enregistrement actuellement pointé par le curseur. Donc, si je veux, par exemple, faire la modification de toute la ligne, tout l'enregistrement, donc j'utilise cette méthode. Je peux insérer, par exemple, un enregistrement carrément dans la table, insérer dans la base de données l'enregistrement actuellement pointé par le curseur. Et je peux bien sûr faire aller un emplacement vide permettant d'insérer un nouvel enregistrement. Move to insert raw, donc on va passer donc pour donc un emplacement vide pour pouvoir bien sûr insérer un nouvel enregistrement, insérer une ligne dans notre table, c'est-à-dire insérer un enregistrement. C'est bon, donc ici nous avons un exemple. Donc cet exemple permet de modifier un enregistrement puis de l'insérer un nouveau et d'affecter les changements de la base pour chacun d'eux. Donc vous voyez ici, nous avons un résultat 7. Donc, une requête select étoile from étudiant. Donc, il va nous retourner bien sûr la table enseignant à partir de la base de données. Et après, je vais passer bien sûr à l'enregistrement suivant, ls.next. Et je vais faire des modifications, par exemple, sur le nom. Donc, je vais le modifier avec Mohamed. Le ID, je vais le modifier avec cette valeur. Le salaire, je vais le modifier avec cette valeur. Et après, donc, j'ai passé par tous les champs bien sûr, de notre enregistrement. Je vais utiliser la méthode update raw pour pouvoir, bien sûr, mettre à jour, c'est-à-dire modifier toute la ligne, modifier tout l'enregistrement. Et je peux passer rs.move to insert raw, je peux passer, par exemple, à un emplacement pour pouvoir, par exemple, insérer, donc modifier, pour pouvoir modifier, par exemple, ce deuxième enregistrement. Donc, le nom avec Mourad, donc l'ID de l'enseignant avec cette valeur, le salaire avec cette valeur. Et après, je peux utiliser, bien sûr, insert raw pour insérer, par exemple, un enregistrement, un emplacement dans la base, dans la table, dans une table dans la base de données. Okay, bon, donc ça, c'est un exemple d'utilisation pour, bien sûr, des modifications sur la base de données. C'est bon, donc concernant le résultat 7, on a plusieurs méthodes pour le parcours. Donc, on peut utiliser, donc surtout si on utilise le framework JDBC 2.0, donc on a plusieurs méthodes de parcours. Donc, on a par exemple la méthode first, position sur le premier ligne, c'est-à-dire pour pouvoir positionner le curseur sur le premier ligne de notre table retournée par résultat 7. Donc, on utilise first directement. Je peux se positionner directement sur le dernier enregistrement avec la méthode last. Je peux passer ligne par ligne avec la méthode next. Je peux passer à la ligne précédente avec la méthode preview. Et je peux bien sûr positionner avant la première ligne avec before first, after last, c'est-à-dire position après la dernière ligne. Absolute, je passe ici directement, bien sûr, la ligne, position à une ligne donnée. Relative, je peux bien sûr passer ici un déplacement relatif, par exemple, par rapport à une ligne courante. Donc, il y a par exemple le curseur et pointe sur
un enregistrement, je peux se déplacer, bien sûr, d'un nombre de lignes par rapport au curseur, par rapport à la ligne, bien sûr, pointée par le curseur. Donc, ça, c'est des méthodes, bien sûr, utilisées pour pouvoir, bien sûr, faire des modifications, pour pouvoir faire, bien sûr, des traitements sur les tables d'une base de données. Et je peux, donc, il y a d'autres, donc, is first, c'est le curseur positionné sur le premier, c'est-à-dire pour tester, est-ce que le curseur, il pointe sur le premier, la première ligne, c'est-à-dire le premier enregistrement. Is before first, si le curseur positionné avant la première ligne. Is last, donc c'est pour tester est-ce que le curseur positionné sur la dernière ligne. Is after last, donc pour tester est-ce que le curseur positionné après la dernière ligne, et ainsi de suite. Donc on a des fonctions pour faciliter la gestion, pour faciliter bien sûr le traitement des données retournées par le résultat. C'est bon. Ça, c'est bien sûr pour faire des modifications, pour faire bien sûr la gestion des données. OK, donc après, donc on parle de gestion de transactions. Donc maintenant, comment on va valider bien sûr les requêtes que nous avons fait sur la base de données. Donc nous avons deux possibilités. Nous avons deux façons de valider bien sûr la transaction sur la base de données. Pour utiliser cette méthode, c'est auto-commit. Donc, si on utilise la méthode auto-commit, ça nous permet bien sûr d'activer, de valider les transactions d'une façon automatique, qu'elle est activée par défaut. Donc, à chaque fois que je fais une requête sur la base de données, elle est validée automatiquement. Soit, je vais forcer, c'est-à-dire je vais passer ici au début de notre programme, je vais passer par exemple ici false, donc ici c'est un booléen. Si je passe comme paramètre ici à cette fonction false, c'est-à-dire j'ai désactivé la validation automatique. Si j'ai désactivé la validation automatique, donc par la suite, on va utiliser une validation qui est manuelle. Donc pour utiliser la validation manuelle, on va utiliser cette méthode commit. Donc commit, c'est nous permettre bien sûr de déclencher la validation de la transaction d'une façon manuelle. Donc j'ai fait des modifications sur la base de données. Si je veux valider les modifications à la fin d'une façon manuelle. Donc, il faut bien sûr utiliser, il faut passer ici un false pour bien sûr cette méthode. Et à chaque fois, utiliser la méthode bien sûr commit si je veux bien sûr valider la transaction d'une façon manuelle. Et on a la méthode rollback, il nous permet bien sûr d'annuler la transaction. Je fais une transaction bien sûr, valider des requêtes sur la base de données. Si je veux annuler la modification que j'ai faite, par exemple, sur la base de données, on peut utiliser cette méthode rollback pour pouvoir, bien sûr, annuler la transaction réalisée par les requêtes passées. C'est bon. Donc, ça, c'est pour la gestion des transactions. Donc, ici, nous avons un exemple. Donc, vous voyez ici, nous avons utilisé le site AutoCommit avec false pour pouvoir désactiver la validation automatique. Je veux bien sûr faire la validation après avoir bien sûr passé les requêtes SQL. Donc après, nous avons créé bien sûr un statement, create statement, etc. Donc après, donc, nous avons fait par exemple ces deux requêtes de mise à jour, de modification sur la base de données. Donc update enseignant, salaire, etc. where enseignant. Et la deuxième requête, delete from enseignant where salaire inférieur à 20 000. Donc, et après, je veux par exemple valider la transaction de façon manuelle. Je vais utiliser bien sûr cette fonction, donc connexion comme point commit pour pouvoir bien sûr la validation manuelle. Et si je veux bien sûr annuler la validation, donc je peux utiliser le rollback, donc rollback, c'est-à-dire pour annuler la validation. C'est bon, donc ça c'est un exemple pour, surtout si je fais bien sûr des requêtes de modification, de mise à jour sur la base de données. Et je veux bien sûr faire la validation d'une façon manuelle. Donc, il faut utiliser le commit et le rollback si je veux bien sûr annuler la validation des transactions. C'est bon, la dernière étape plus importante, c'est si je finis bien sûr le travail donc, sur la base de données, il faut fermer les différents espaces de travail. Les différents espaces de travail, il faut les fermer. Donc, on va fermer le RS, le résultat, on va fermer le statement, on va fermer la connexion.
vous fermez bien sûr toutes les objets que nous avons bien sûr créés dans notre base de données. Donc ça, c'est l'étape finale pour pouvoir bien sûr gérer donc les bases de données avec Java. C'est bon. Donc maintenant, nous avons terminé bien sûr comment mettre en œuvre une application Java JDBC. Et on va parler maintenant, bien sûr, des classes de gestion de la base de données. Donc, comment on va gérer, bien sûr, les tables des bases de données. Comment on va gérer, bien sûr, avoir des informations concernant la base de données. Donc, quel est le créateur, par exemple, de la base de données, les catalogues, le nombre de tables, etc. Donc, on peut avoir, bien sûr, toutes les informations sur la base de données. C'est bon. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? OK, donc concernant la gestion de base de données, donc on a deux classes. La classe database metadata pour la gestion, bien sûr, pour avoir des informations concernant la base de données, et result set metadata pour avoir, bien sûr, des informations sur les tables de la base de données. C'est bon, donc pour avoir des informations concernant la base de données, donc j'utilise la méthode getMetadata. Donc il va retourner un objet de type database metadata qui nous permettre bien sûr d'avoir des informations concernant la base de données. Donc ici, par exemple, je peux créer un database metadata. Donc on utilise toujours sur la connexion getMetadata. Donc vous voyez, je peux afficher par exemple le producteur bien sûr de la base de données avec la méthode getDatabaseProductName. Je peux afficher par exemple le driver, donc getDriverName. Je peux bien sûr afficher bien sûr l'utilisateur de cette base de données, etc. Donc on peut afficher bien sûr plusieurs informations concernant la base de données. Donc on passe par le database metadata et on va bien sûr utiliser la méthode getMetadata sur la connexion que nous avons créée. Donc il y a plusieurs méthodes pour pouvoir avoir des informations concernant la base de données. Donc, la classe database metadata contient à peu près 134 méthodes pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations concernant la base de données. Donc, on a getCatalog retourne l'ensemble des bases de données du serveur. Donc, toutes les bases de données qui sont dans un serveur, on peut les retourner avec la méthode getCatalog. On peut retourner la liste des tables de la base de données indiqué en paramètre. Donc ici, on passe le nom de la base de données. On peut retourner, bien sûr, la liste des tables de cette base de données. On peut retourner l'ensemble des colonnes de la table spécifique. Donc ici, on passe une table de la base de données. Après, on peut retourner, bien sûr, des colonnes de la table spécifique. Et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs fonctions. Donc, nous avons 134 méthodes pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations concernant la base de données. Donc, ça dépend, bien sûr, de nos besoins, ça dépend de l'application qu'on va, bien sûr, créer. C'est bon, donc maintenant, pour avoir des informations concernant, bien sûr, une table dans la base de données, donc la classe result7 metadata nous donne des informations sur la structure de la table liée à une requête SQL. Donc, une table liée, bien sûr, à la requête qui nous permet, bien sûr, de retourner un result7. C'est-à-dire sur la nature de ces colonnes. Donc, on a accès aux informations sur la structure d'un result7 en instantiant tout d'abord un objet result7 metadata. Et après, bien sûr, on va utiliser la méthode getMetadata sur notre result7 pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations concernant, bien sûr, la table retournée par la requête SQL. Donc, ici, nous avons quelques méthodes. Donc, on notera les méthodes utiles dans la classe result7 metadata. Donc, on a get, donc colonne. Donc, on peut retourner bien sûr count, c'est-à-dire on peut retourner le nombre de colonnes de result7. Donc, combien de colonnes dans notre table retournée par result7. Donc result7, c'est-à-dire la requête que nous avons fait sur la base de données. On peut retourner le nom de la colonne I. On peut savoir bien sûr le nom des colonnes. On peut retourner le type de la colonne. Je veux savoir, par exemple, le type de la colonne. Donc, on passe bien sûr l'indice de la colonne comme paramètre à la fonction. On peut retourner la taille de la colonne.
Donc, on passe tout simplement le i donc, comme paramètre de la fonction. Donc, c'est-à-dire nous pouvons utiliser toutes les fonctions pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations concernant la table retournée par le résultat 7. Vous voyez ici, donc, on crée par exemple un statement, state. Après, donc, on va créer donc, un résultat 7 dans lequel on va exécuter une requête de select étoile from enseignant. Et après, pour avoir bien sûr des informations, on va utiliser le résultat 7 metadata dans lequel on va utiliser la méthode getMetadata, donc appliquée sur le RS. Et après, on peut bien sûr avoir toutes les informations. On peut afficher par exemple ici le nombre de colonnes. Et après, on peut afficher bien sûr, donc ici vous voyez, donc ça c'est le nombre de colonnes. Donc on peut bien sûr faire donc, une boucle pour pouvoir bien sûr afficher les informations concernant bien sûr les colonnes. Donc ici, la colonne I, la première colonne. Donc ici, je peux retourner le nom de la première colonne, le type de la première colonne, la taille, etc. Je passe à la colonne, la deuxième colonne, je peux afficher le nom, donc le type et la taille, ainsi de suite. Dans la première colonne, la deuxième colonne, et ainsi de suite. Donc, je peux avoir des informations concernant la table. C'est bon, donc maintenant, concernant un objet résultat 7, donc nous avons d'autres fonctions qui sont très importantes. C'est que pour les méthodes create statement, prepare statement et prepare call, donc callable statement, donc nous avons la possibilité de passer deux autres paramètres, de passer soit la requête, donc toujours on passe la requête, mais on peut passer deux autres paramètres qui sont très importants, donc result set type et result set concurrency. Donc result set type et concurrency, tout simplement, étant des constantes de l'interface result set utilisées pour la récupération des données renvoyées par la base de données. Donc, quel est le rôle de ces deux paramètres? Donc, concernant result set type, correspond au type de parcours du curseur sur les résultats. Si je passe cette valeur pour result set type, si le mode par défaut, le curseur ne peut se déplacer que d'une ligne à la fois. Donc, à chaque fois, bien sûr, le déplacement passe ligne par ligne uniquement vers l'avant, c'est-à-dire du premier enregistrement jusqu'à la fin. Si je passe, par exemple, cette valeur ici comme paramètre, bien sûr, ici, à cette fonction statement, create statement. On peut passer le type scroll associative, c'est-à-dire signifie que tous les mouvements du curseur sont possibles. On peut bien sûr faire les mouvements dans les deux sens, y compris son positionnement sur une ligne directement. Mais le mode insociable signifie que les modifications faites à la base de données ne sont pas transmises au résultat 7. Donc, j'ai retourné un résultat 7, j'ai retourné une table, donc à partir bien sûr d'une requête SQL. Si je veux, si on fait, donc bien sûr, nous avons des données retournées, mais après, on va faire bien sûr le traitement de ces données. On peut par exemple afficher les enregistrements pour faire bien sûr des opérations sur ces données, etc. Donc, au moment de traitement de ces données, il y a par exemple quelqu'un qui fait des modifications sur la base de données. Pour ne pas bien sûr avoir des modifications sur le résultat retourné par résultat 7, donc on passe bien sûr ce paramètre dans lequel, c'est-à-dire les données ne sont pas, bien sûr, les modifications sur la base de données ne sont pas transmises à notre résultat 7. Si je veux que, si on a des modifications sur la base de données qui sont transmises à notre résultat 7, on passe bien sûr ce paramètre. Donc ici, bien sûr, on a le changement fait sur la base de données sont reflétés dans le résultat 7. Et bien sûr, nous avons bien sûr les deux possibilités de mouvement. Donc, tous les mouvements de curseur sont possibles. On peut bien sûr faire, bien sûr, même donc positionner le curseur sur un enregistrement bien terminé. C'est bon. Et après, donc, nous avons, concernant le résultat 7 concurrency, donc correspond à la possibilité de mise à jour des données renvoyées par la base de données. Donc, si je passe cette valeur, on a seulement la possibilité de lecture. Donc, lecture seule. Si je passe cette valeur, c'est-à-dire on peut faire des mises à jour sur
la base de données. Donc, ici, nous avons un exemple. Vous voyez, donc, statement state. Donc, nous avons créé un statement. Connexion.create statement. J'ai passé, pour le résultat, j'ai passé cette valeur. C'est-à-dire, tous les mouvements de curseur sont possibles et les modifications effectuées sur la base de données ne sont pas reflétées sur notre résultat. Et j'ai passé comme deuxième paramètre donc ce paramètre, c'est-à-dire nous avons seulement la possibilité de la lecture, bien sûr, de cette résultat, ces données retournées. Et bien sûr, donc après, donc on peut bien sûr exécuter la requête, etc. C'est bon. Donc ça, c'est un exemple. OK, donc ça, c'est donc avec les fonctions de l'objet résultat. Donc, on a terminé donc la base de données. Donc maintenant, je vais vous présenter donc un exemple complet dans lequel on va essayer bien sûr de pouvoir traiter les bases de données avec le framework JDBC. Donc vous voyez ici, donc nous avons utilisé importé le package java.sql et après bien sûr nous avons créé une connexion. Vous avez créé une statement, nous avons créé un résultat. C'est bon, ça c'est très important pour pouvoir bien sûr étudier les bases de données en Java. Et après, donc, pour se connecter à la base de données, donc, on va utiliser la méthode forName, class.forName. J'ai passé ici le driver, donc le nom de driver. Donc, ici, nous avons une base de données Oracle. Vous voyez, donc, ici, le driver de la base de données Oracle. Et après, donc, on va gérer, bien sûr, notre exception, erreur de chargement de payload, si on a, bien sûr, un problème de chargement de payload. Et après, donc, on va se connecter à la base de données avec la méthode getConnection. Donc, vous voyez, donc, connexion. Nous avons utilisé cette connexion que nous avons déclarée ici. Donc, connexion égale à driver manager.getConnection. Je passe, bien sûr, le chemin, bien sûr, de la base de données ainsi que un mot de passe, l'URL de la base de données, un mot de passe, bien sûr, un mot de passe et un login. Et après, donc, on va bien sûr créer un statement. Donc, statement égale à create statement. Et je peux bien sûr maintenant exécuter les requêtes. Donc, execute query, select A, B, C from une table, par exemple. Donc, je veux par exemple sélectionner donc 3, par exemple, colonnes d'une table. Et après, pour afficher bien sûr les informations donc, concernant cette résultat, on va par exemple utiliser un while. Donc, while arrays.next, c'est-à-dire on a des enregistrements de notre table. Donc, on va afficher getInt pour afficher le A, getString pour afficher le B. Donc, si par exemple le A c'est un entier, le B c'est une signe de caractère, et le C par exemple c'est un réel, getFloat pour afficher par exemple la valeur de C, et ainsi de suite. Donc, ça c'est un exemple pour pouvoir par exemple se connecter. Donc, on va commencer à se connecter à la base de données. Et après, bien sûr, donc ici pour charger le payload, et après on va se connecter à la base de données, après on va créer notre statement, et finalement on va exécuter nos requêtes SQL, et après donc on va traiter, par exemple si on va afficher, vous voyez, donc on va afficher tout simplement les données retournées par la requête SQL. Ici on va afficher avec le système.out.println. Pour afficher, il faut bien sûr passer enregistrement par enregistrement. On utilise la méthode ici next, et on va utiliser les get pour retourner bien sûr des données concernant la base de données. OK, donc après, donc tout simplement, il faut fermer tous les espaces de travail. Donc, on va fermer le RS, on va fermer le statement, on va fermer la connexion, tout simplement pour bien sûr, donc à la fin, il faut fermer tous les espaces de travail. C'est bon que nous avons terminé donc les bases de données avec bien sûr avec le framework JDBC, bien sûr, de Java. OK, donc, est-ce que vous avez des questions?